J'ai atterri à Sarajevo il y a une semaine. C'est la deuxième fois que je viens en Bosnie-Herzégovine et je ne connais pas grand-chose de l'histoire de ce pays, si ce n'est qu'il y a eu une guerre qui s'est terminée en 1995, une guerre avec 110 000 morts, dont 30 000 disparus. On en cherche encore un tiers, c'est-à-dire 10 000 personnes. C'est à eux que je m'intéresse, à ces fantômes dont les familles attendent le retour pour pouvoir les enterrer. J'ai écouté des proches parler de la douleur de l'attente, de l'impossibilité du deuil. Mais sur le travail nécessaire à l'identification d'un corps, je n'ai pas vraiment d'idée. À Sarajevo, un de mes contacts a mentionné le nom de Senem. Elle est anthropologue judiciaire et dirige le centre d'identification de la Krajina, une région du nord-ouest du pays. Lorsque je l'ai appelée, elle m'a expliqué comment m'y rendre, descendre du bus près de la pompe à essence, avant la gare routière, suivre la petite route qui traverse un quartier résidentiel de la ville de Sanski Most, avant de s'engouffrer dans la zone industrielle de Čejkovača. Une morgue ici ? Zabou, ma collègue photographe, et moi, on a longé le bas-côté à pied, dubitatif dans le brouillard d'un matin d'automne, et on a fini par rappeler, convaincus d'être perdus, alors que nous étions juste devant le bâtiment. Simplement, je ne l'imaginais pas comme ça. Un banal entrepôt, aux grandes fenêtres, en face d'une entreprise de ciment. Senem nous a servi un Nescafé pour nous réchauffer dans le préfabriqué qui lui faisait office de bureau. J'ai à peine eu le temps d'en avaler une gorgée qu'elle a empoigné sa tasse et nous a proposé de la suivre dans le hangar. Basket aux pieds et blouson de cuir, cheveux cachés par un bonnet noir, tout juste la trentaine. Elle non plus ne colle pas avec l'image que j'avais de quelqu'un qui dirige une morgue. Comme s'il fallait être marqué par la vie pour s'approcher de la mort, et au moins porter une blouse blanche. Mais Senem est entrée dans le hangar avec sa tasse de café à la main, comme on arrive au bureau le matin. Quand elle a ouvert les portes de la grande salle et que j'ai vu tous ces sacs blancs par terre et sur les chariots, j'ai eu un moment d'hésitation, envie de protester. Enfin, on ne rentre pas dans une morgue comme ça, il faut que quoi, je ne sais pas. Mais Senem était déjà de l'autre côté du bas de la porte, qu'elle retenait ouverte pour moi. Elle m'attendait. Alors je n'ai rien dit et je suis entrée. Je lui demande combien de temps son travail va continuer, selon elle. Quand se terminera sa mission ? Lorsque tout le monde sera retrouvé et identifié ? Senem soupire. Il y a de la fatigue dans sa voix quand elle me répond « L'ADN est un outil puissant, mais ça n'est pas la réponse à tout. En ce moment, nous avons ici 450 cas. Pour 72 d'entre eux, le processus est terminé et les corps peuvent être enterrés. Pour 104, nous avons une identité, mais nous attendons de nouveaux morceaux de corps. Et parmi les 274 qui restent, nous avons des cas dont nous savons que les os ne pourront jamais être identifiés. Ils sont trop abîmés par le temps, les intempéries ou les animaux. Et pour chaque charnier ouvert, nous avons aussi des corps pour lesquels nous ne trouvons aucun match dans la base de données, soit parce que les proches ont tous disparu pendant la guerre, soit parce qu'ils n'ont pas donné de prélèvement de sang. Pour le moment, on garde tout ici, mais pour combien de temps ? Je ne sais pas. Et puis, il y a les erreurs. Les erreurs ? Toute la journée, debout sur les mottes, j'observe l'équipe au travail. Ils grattent, déplacent de la terre avec des seaux oranges, changent de taille de pioche, tirent sur quelque chose. C'est un bout de couverture. Senem s'est installée au tachéomètre. Elle passe des heures à mesurer comme sur un chantier de voirie. Le soleil commence à taper. Elle doit avoir chaud dans cette double combinaison blanche hermétique et scotchée au poignet. La couverture est sortie de terre, les gestes se font plus délicats. Ce sont les contours d'un corps que les mains gantées suivent désormais pour le délivrer du sol.
Les enquêteurs se mettent à deux pour l'attraper, une masse raidie qu'ils posent dans le sac mortuaire blanc déplié par terre, puis qu'ils portent vers les Barnum rouges et allongent sur les 4 planches en bois posées par terre. Le procureur inscrit un numéro au feutre noir sur le sac blanc. Le code attribué fera office d'identité provisoire. Chaque corps est photographié avec le sac ouvert et posé devant le sac un numéro composé de cônes jaunes avec des chiffres noirs, ainsi qu'un papier glissé dans une pochette en plastique indiquant le lieu d'exhumation et la date du jour. Tomaszczyca, 8-10-2013. Le premier corps sorti ce matin n'a pas de tête. Il porte un jean, un pull bleu, et on devine des membres tordus, sclérosés dans une position déterminée non pas par la nature, mais par l'entassement dans le camion, puis sous des tonnes de terre. C'est le corps numéro 110. Le 111 a un crâne noir avec des cavités d'yeux et de nez qui semblent me fixer. On a fini nos cafés. Daria propose de me montrer son bureau. On traverse le pont qui surplombe la Verzba, puis le centre-ville et ses boutiques. Le local de lycée MP, est situé dans un bâtiment de l'hôpital, au-dessus du service de médecine légale et du centre de transfusion sanguine. Il occupe un étage entier, mais la plupart des bureaux sont désormais vides. Il ne reste que celui de Daria et celui du directeur du laboratoire d'analyse ADN, situé à l'autre bout du couloir. Le laboratoire emploie 3 personnes, en plus du directeur. Et on y prépare les échantillons osseux en les nettoyant, puis en les broyant pour les transformer en une poussière qui permettra l'extraction de l'ADN. Les gouttes de sang collectées par Daria sont traitées dans un autre laboratoire, à Tuzla, dans le centre du pays. Chaque année, l'ICMP manipule des milliers d'échantillons qui arrivent en Bosnie-Herzégovine de partout dans le monde, du Kosovo, de l'Irak, partout où l'organisation mène des activités d'identification. Le bureau de Daria est ascétique. Une grande table avec un ordinateur, des piles de papier, une étagère, un petit frigo pour ranger les échantillons de sang avant l'envoi au laboratoire. Quand elle n'est pas sur le terrain, elle est ici, à remplir les bases de données avec les informations récoltées, à passer des coups de fil, à chercher sur Internet les proches des disparus. Avec le temps, ça devient de plus en plus difficile. Les gens décèdent, déménagent, partent à l'étranger. L'idéal pour identifier un corps serait d'avoir des échantillons de sang d'ascendants ou de descendants directs, parents ou enfants. Mais il arrive qu'il n'y ait pas d'enfants ou plus de parents, seulement des tantes, des oncles ou des cousins éloignés. J'avais un cas comme ça, Daria dit. 2 frères de 16 et 17 ans, disparus à Kotsarats. Dans la base de données, il n'y avait que l'échantillon d'une tante, c'est tout. Ça ne suffisait pas pour l'identification. Aujourd'hui, avec les techniques qui évoluent, on peut y arriver avec des tantes et des oncles, mais il en faut plusieurs. J'ai essayé de joindre la tante pour en savoir plus, mais elle avait changé de numéro, impossible de la retrouver. Alors je suis partie à Kotsarats et j'ai discuté avec les gens, et j'ai fini par trouver un homme qui les connaissait. Il m'a appris que la mère des 2 garçons était encore en vie, qu'ils avaient aussi une sœur et un frère, que tous vivaient quelque part aux États-Unis et ne revenaient jamais en Bosnie. Le gars m'a raconté qu'ils avaient tous les 3 des problèmes psychologiques graves. Selon lui, la mère était hospitalisée, le frère alcoolique et la sœur introuvable. Il ne savait pas si elle s'était mariée, si elle avait changé de nom, et dans ces conditions, je ne peux rien faire. Ma recherche s'arrête là. Mais ce qui est triste, c'est que les corps de ces 2 jeunes garçons sont peut-être dans une morgue à attendre depuis des années. Avec Senem, j'avais compris la complexité de son travail sur les os. Les histoires de charniers secondaires, de corps mélangés les uns avec les autres, toutes ces contraintes à prendre en compte avant d'aboutir à un échantillon ADN analysable en laboratoire. Quand j'écoute Daria, c'est la complexité des vivants qui apparaît. Ces vivants qui bougent, qui se taisent, qui coupent des ponts, qui veulent oublier,
qui meurt. L'ADN révèle certes le lien de sang, mais il ne dit rien des querelles ou des rancœurs, des blessures ou des reproches. Il ne dit rien de l'amour donné ou qui a manqué. Daria ne démêle pas des os, elle creuse dans les histoires familiales et les souvenirs des vivants. C'est une histoire sur des os qu'on cherche. C'est comme chercher des os de dinosaures, sauf que ce sont des os de gens. Des os de gens. On les cherche parce que c'est important pour leurs proches. Et quand on les trouve, les proches peuvent les enterrer, et comme ça, ce ne sont plus des disparus. Armand toujours, à 9 ans. Thank you very much. Merci beaucoup. For inviting me once more. Great place you have here. For the end, leave my instrument and take another one that I started playing in the pandemic. Because as many of us
I had to do something on my couch for all those months of lockdown. So I learned a new instrument. The last song for you. Thank you once more. Merci, thank you very much.